Sogelis. On va vous faire un retour d'expérience sur le management cellulaire qu'on a mis en place au sein de Sogelis. Pour commencer, l'histoire de Sogelis, c'est trois associés qui sont passionnés de génie logiciel et qui sont partis d'un constat qui est que dans le monde du développement logiciel, il y a un gros manque d'industrialisation. Il y a beaucoup trop de gaspillage d'énergie, beaucoup trop de collage de rustine, très peu de bonnes pratiques de développement logiciel qui permettent de garder la maîtrise sur le long terme sur le logiciel. Il y a beaucoup de syndrome du code spaghetti. Je ne sais pas s'il y a des développeurs dans la salle, ouais, quelques-uns quand même. Je pense que le constat doit être partagé. Donc face à ce constat, on a construit Sogelis avec ce constat-là et des convictions fortes en termes de qualité logicielle. Et la mission de Sogelis qu'on a voulu vraiment mettre en avant, c'est développer du logiciel sur mesure pour le client qui tende vers du zéro défaut, vers du zéro bug. Et faire en sorte que les logiciels qu'on développe coûtent moins cher à maintenir, moins cher à développer. C'est faire ce qu'on appelle du logiciel durable. C'est ce que nous on appelle du logiciel durable. Partant de ça, on a construit Sogelis en se basant sur trois valeurs. Donc la valeur la plus importante à Sogelis, c'est vraiment la passion. C'est-à-dire que tous les collaborateurs que nous recrutons sont des gens qui sont passionnés, résolument passionnés de génie logiciel. Et les trois valeurs principales, c'est donc des individus passionnés qui visent l'excellence technique dans une culture d'amélioration continue. Et donc, comme toute société qui démarre, on signe nos premiers contrats et on commence à avoir certaines réalisations. Au départ, on est trois. Et puis, rapidement, le profil des collaborateurs et notre vision du logiciel fait qu'on arrive à connaître pas mal de succès. On a pas mal de retours très positifs, des félicitations de gros clients, de gros acteurs. Et donc, mécaniquement, on commence un petit peu à se faire connaître dans l'écosystème qui correspond à notre métier. Et le problème, c'est que très rapidement, quand on commence à avoir quelques success stories, on est tiraillé par la croissance et on a l'opportunité de croître assez rapidement. Et là, on s'est posé une question, on s'est dit, bon, nous on a une conviction et une ADN assez forte. On pourrait effectivement accepter les contrats, les opportunités qui s'offrent à nous, mais si on le fait trop rapidement, c'est très facile de lancer une campagne de recrutement massive, mais en faisant ça, on aurait potentiellement pu perdre notre cohérence, perdre l'esprit d'équipe qu'on a de gens qui sont passionnés, qui bossent ensemble en allant tous dans la même direction. Et puis peut-être générer des frustrations parce qu'on n'est plus des petites équipes à taille humaine. Donc plutôt que de répondre aux sirènes de la croissance, on a voulu d'abord se poser et on s'est dit on va d'abord formaliser l'ADN de notre entreprise et on va essayer de la formaliser dans une culture d'entreprise très forte. Et on va essayer de mettre en place un mode de management qui nous corresponde. Et donc on a mis en place un mode de management cellulaire. Alors, qu'est-ce que le management cellulaire? Alors, le principe du management cellulaire, c'est qu'au sein de l'entreprise, on a des cellules qui sont autonomes et autogérées. Donc, une cellule, c'est une équipe d'un maximum de 6 ou 7 personnes, surtout pas plus, qui se fédèrent autour d'une passion, autour d'un intérêt, autour d'une technologie, autour d'un outil, autour d'un client, d'un domaine d'activité, qui soit compatible avec la vision globale de l'entreprise. Et un des faits marquants, c'est que dans les cellules, il n'y a pas de manager. Il n'y a que des gens opérationnels, des ingénieurs, des développeurs, voire des experts en UX design dans le cas d'une cellule web. Mais il n'y a pas de manager. Chaque cellule a en fait 3 missions, et uniquement 3 missions. Donc la première mission d'une cellule, c'est satisfaire le client. Pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faut faire en sorte d'enthousiasmer le client et de surprendre le client. Alors c'est difficile à mesurer comme ça, mais une des manières de la mesurer, c'est si le client est suffisamment enthousiaste pour pouvoir nous faire un témoignage vidéo percutant, et qu'en plus on lit dans les délais, qu'on a une grande transparence avec le client. Enfin, on a un certain nombre d'indicateurs, mais il faut arriver à le mesurer. La deuxième mission, qui peut paraître évidente pour des gens qui ont l'habitude d'avoir une fonction plutôt managériale de gestion,
générer un chiffre d'affaires suffisant pour payer les salaires et contribuer aux charges fixes de l'entreprise. Mais comme on est quand même, il ne faut pas oublier qu'on est des équipes de passionnés de technologie, c'est quand même important de l'écrire en gros parce que les développeurs, ce n'est pas forcément un réflexe automatique. Surtout quand on met en place des équipes qui sont complètement autonomes et autogérées. Et puis la troisième mission, c'est de faire en sorte que chaque membre de l'équipe s'épanouisse au quotidien et soit content de venir au travail le matin, tout simplement. En dehors de ces trois missions, les cellules s'organisent absolument comme elles le souhaitent. Ce qui importe, c'est le résultat, c'est pas le comment. Que ce soit en termes d'horaire, de planning, d'outils, de process, ça n'a aucune importance. Si les gens veulent arriver à 17h et partir à 18h, à la limite, pourquoi pas? C'est peu probable qu'ils arrivent à obtenir les résultats, mais c'est pas le sujet. Alors, malgré tout, on a quand même un rôle au sein d'une cellule que nous, on a appelé le capitaine de cellule. Le rôle du capitaine de cellule, c'est de faire l'interface avec les autres cellules de l'entreprise et de tenir à jour les tableaux de bord, parce qu'on a quand même, on tient des tableaux de bord mensuels pour voir qu'on répond bien aux objectifs. C'est de s'assurer que tout fonctionne correctement au sein de la cellule. Et en fait, avec on s'est vite aperçu que ce mode de fonctionnement, ça rend les salariés acteurs, les collaborateurs se sentent vraiment, ils se sentent faisant partie de l'aventure, ils se sentent acteurs. Et donc ils sont épanouis, ils n'ont pas les frustrations parce que personne ne leur dit comment il faut faire les choses. C'est les gens qui prennent la responsabilité de comment je vais faire pour atteindre mon objectif. Et donc, comme ils ne sont pas frustrés, comme ils sont épanouis, ils font du bon travail. Et donc le client est satisfait, comme le client est satisfait, ça satisfait encore plus les équipes. Donc ça génère un cercle vertueux. Alors bien sûr, uniquement des développeurs, ça ne peut pas fonctionner, donc il y a bien entendu autour de ce qu'on appelle des cellules facilitatrices. Donc il y a par exemple la cellule administrative qui est là pour gérer les congés, gérer les fiches de paye, aider les capitaines de cellules à tenir à jour leur tableau de bord, en leur fournissant aussi quelques informations financières. On a aussi la cellule direction générale. Donc la cellule direction générale, elle n'a pas pour rôle de dire il faut faire ça, faites comme ça. Elle donne un cap, une vision, et sa mission c'est de donner les conditions de l'autonomie aux cellules, de faire en sorte de leur donner les ressources pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. S'il y a une difficulté, la cellule direction générale, elle est là pour donner des outils, apporter des solutions pour faire face pour surmonter les difficultés. Enfin, on a une cellule qui est la cellule commerciale. Et alors la cellule commerciale, c'est un petit peu la cellule qui va apporter l'oxygène aux cellules opérationnelles. Donc le but de la cellule commerciale, ça va plus loin que du simple travail de prospection, puisque le principe, c'est que la cellule commerciale discute avec les cellules opérationnelles et demande aux membres qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ensuite, la cellule commerciale les coach, met en évidence les incohérences éventuelles et les amène à définir une offre. Et une fois que l'offre est définie et cohérente par rapport au marché, la cellule commerciale fait son travail de prospection et communique de manière visuelle, c'est-à-dire que chaque cellule a un tableau avec des post-it et on connaît l'état d'avancement, ça nous permet de connaître l'état d'avancement des prospections, et ce sont les cellules opérationnelles qui prennent la décision d'accepter ou non un projet, conformément aux 3 missions précédemment définies, parce qu'il faut, voilà, c'est important. Et c'est là où je vais laisser Laurent beaucoup, parce que il a dit ce que j'allais dire. Non, mais je te donne la parole. Ouais, je te remercie, Christophe. Ouais. Donc, moi, je trouve que avec Christophe, on a essayé de. Alors, c'est plutôt un retour d'expérience, et puis on est en itération sur le sujet, on cherchait un moyen de faire en sorte que dans nos métiers, qui est le métier d'ingénierie logicielle, vous l'avez dit, ça s'appuie sur les gens. Le métier, c'est la compétence des ingénieurs, c'est leur capacité à comprendre les besoins et à apporter de la valeur qui fait qu'on est performant ou qu'on ne l'est pas. D'accord ? L'histoire, c'est quand même que dans nos métiers d'ingénierie logicielle, on embauche massivement des ingénieurs, on les fait travailler un petit peu comme des exécutants. C'est-à-dire qu'on leur donne une spec, ils codent, et on leur demande de moins en moins globalement de réfléchir et d'être partie prenante.
Donc on s'est dit comment on peut, ce qui est nos valeurs d'origine, comment on peut globalement mettre en œuvre un écosystème, une organisation qui puisse permettre globalement aux gens d'être moteurs, d'être acteurs. Et effectivement, on a dit, on va leur donner la main, on va les rendre autonomes, on va leur donner ce choix. Donc effectivement, moi en tant que... Alors cellule commerciale, je suis tout seul. Donc en tant qu'acteur commercial, je demande aux équipes et aux cellules de construire leurs offres. C'est-à-dire que c'est eux qui construisent leur position. C'est pas moi qui décide qu'est-ce qu'on va vendre et à qui. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent, voilà, c'est quoi nos expertises, notre valeur, nos croyances sur les méthodes, sur les outils, sur les techniques. À partir de là, je construis une offre, ils me la soumettent, j'y fais mon feedback, on la teste auprès des clients, on l'adapte et on la formalise. Cette offre, on la porte. Moi, je la porte. D'accord ? Je la porte chez les clients. Et les équipes participent à l'avant-vente. C'est-à-dire que tous les projets qui arrivent, ils sont acteurs de l'avant-vente, ils sont acteurs des qualifications. Ils ont un filtre qu'ils ont défini eux-mêmes sur la typologie des projets qu'ils vont prendre, comment ils vont les prendre. Et ils font les choix. Alors ils font les choix comment ? C'est-à-dire qu'ils décident, comme l'a dit Christophe, ils décident s'ils prennent ou s'ils ne prennent pas les projets. Qu'est-ce qui fait que, globalement, ils pourraient ne pas, parce qu'ils pourraient être en situation de refuser tous les projets qui sont qui sont pas vraiment 100% dans leur situation. Mais comme ils visent un objectif de chiffre d'affaires, puisqu'ils portent un des objectifs de chiffre d'affaires de la cellule, c'est l'air qu'on leur donne, c'est le business qu'on leur donne, c'est l'air qu'on leur donne finalement pour faire ce qu'ils ont envie de faire, les technos, finalement ils font les bons choix. Tous les jours on s'aperçoit que même s'ils n'ont pas de manager, ils font les bons choix. Ils prennent le choix de faire un projet qui est un peu à côté, mais qui leur permet globalement d'occuper une période entre d'autres projets intéressants. Ils prennent le choix, même si leur premier choix c'est pas d'aller chez le client en assistance technique, de dire qui c'est qui va y aller. Il y en a un qui lève la main, moi je vais aller faire cette mission-là. On leur impose rien et ça fonctionne. Mais ça fonctionne pourquoi ? Parce qu'ils définissent ce qu'ils ont envie de faire. Donc cette valeur-là est assez parlante pour quelqu'un comme moi. J'ai été manager pendant une dizaine d'années dans une grosse boîte de services grenobloise. J'étais assez dubitatif sur le fait que ça pouvait fonctionner, que les projets pouvaient sortir sans chef de projet ou sans direction de projet. Il n'y a pas un projet chez Sogillis qui déroule. Et pourtant, il n'y a pas de chef de projet, il n'y a pas de directeur de projet. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent sur des sujets qui les intéressent, qu'ils ont choisis, parce que c'est eux-mêmes qui chiffrent les projets, c'est eux-mêmes qui les soutiennent avec moi. Et les engagements qu'ils prennent, ils les portent. Et c'est ce qui fonctionne. Voilà. Donc, le management cellulaire aujourd'hui, et donc pour moi, cellule commerciale, c'est une valeur immense, parce que tous les projets que je porte avec eux, je sais que ces projets-là, ils vont me les amener au bout. Et commercialement, ça donne une confiance qui est quand même assez énorme. Donc j'ai une double fonction, coach de ces équipes-là, parce que il faut quand même les aiguiller, il faut adapter le positionnement de ce qu'ils ont envie de faire, il faut creuser, mais ça fonctionne. Donc je les coach à positionner la bonne offre, à marketer l'offre, à avancer, et une fois que c'est fait, à la vendre, à la vendre avec eux, et pas à la vendre et à leur donner à produire derrière. Et juste pour conclure, un des aspects importants dans le recrutement, c'est de surtout ne pas recruter pour pouvoir répondre à un projet. Notre philosophie sur le sujet, c'est on recrute quelqu'un à partir du moment où on a rencontré une personne qui partage nos valeurs, peu importe s'il y a une affaire ou pas derrière, et après, dans la cellule dans laquelle cette personne évoluera, trouvera une mission qu'elle a fait. Et si on sort de ça, on perd notre cohérence. Et maintenant, notre challenge, c'est de faire face à notre nouvelle vague de croissance pour rester cohérent jusqu'au bout. C'est les cellules qui recrutent en fait, c'est pas nous, c'est pas les patrons d'entreprise, c'est parce que la cellule se développe qu'eux-mêmes disent, voilà, on a besoin effectivement de recruter telle expertise, telle compétence, et comme ils partagent tous les mêmes valeurs, et finalement, au travers des échanges qu'ils ont, puisqu'on n'a pas de... On ne passe pas par des job boards, on ne traque pas les consultants sur... Alors on n'est pas dans une activité forte, et c'est très réseau en fait. Et finalement, c'est eux qui décident, au travers des connaissances,
de faire croître ou non leur cellule. Voilà, en sachant qu'au bout de 7, la cellule ne doit plus croître. Donc si l'activité se développe quand même, on crée une deuxième cellule. Parce que ce qui est important, c'est que ce soit toujours les mêmes personnes qui travaillent sur les projets, qui travaillent ensemble. C'est qu'on ne construit pas des équipes parce que pour tel ou tel projet, c'est-à-dire que c'est une même équipe qui travaille tout le temps ensemble. Donc ça apporte aussi de la valeur. Ils sont toujours les mêmes, ils se connaissent très très bien. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas dépasser 7 en fait. Ce qui est important pour eux. C'est comme tu l'as pas dit, mais le référent de la cellule, le capitaine, on l'appelle comme on veut, en fait il est nommé par l'équipe. C'est pas Christophe, c'est pas encore moins moi, qui décide que le capitaine c'est un tel, c'est l'équipe qui décide. Voilà. Et puis ça tourne. Merci.